Bienvenue à tous pour une nouvelle Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet assez particulier. La dynamique entre un dirigeant élu démocratiquement et un autre arrivé au pouvoir par un coup d'État. Ah oui, un sujet qui ne me manque pas de piquant en effet. Tout à fait. On va prendre pour point de départ l'investiture du président ghanéen, John Mahama Dramani. Vous vous souvenez, c'est un événement assez marquant. Et puis la présence du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait disons beaucoup fait parler. Oui, je vois où vous voulez en venir. D'un côté, on a le Ghana, un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, et de l'autre, le Burkina Faso dirigé par Traoré, suite à un coup d'État. Exactement. Deux trajectoires vers le pouvoir complètement différentes. Et c'est là que ça devient intéressant. Dramani lui-même, malgré sa victoire électorale, a remarqué que c'est Traoré qui semblait captiver l'attention, l'admiration, on va dire, de la foule. Et même une vidéo qui est devenue virale et qui montre bien ce phénomène. Oui, j'ai vu passer cette vidéo. Vous l'avez vu ? Oui. C'est assez frappant. Et du coup, ça pose une question assez déroutante. Comment un dirigeant arrivé au pouvoir par un coup d'État peut-il générer plus d'enthousiasme qu'un président élu démocratiquement ? C'est là que notre deep dive prend tout son sens. Ah oui, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on a tendance à associer la légitimité du pouvoir au processus électoral, aux urnes quoi. Oui, c'est un peu le schéma classique. Mais visiblement, il y a autre chose qui se joue ici. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un dirigeant puisse être perçu comme légitime, même s'il n'est pas passé par la case élection ? Eh bien, le texte qu'on analyse aujourd'hui met l'accent sur un élément très important. La légitimité, elle ne se résume pas aux élections. Elle se construit aussi, et peut-être surtout, sur un lien profond, un lien d'amour et de confiance entre le dirigeant et le peuple. Ce lien-là, il va au-delà des procédures, il est plus viscéral, plus émotionnel, on va dire. C'est une perspective intéressante. Ce lien charismatique, il se forge souvent dans des situations de crise, de bouleversement. Regardez des figures comme Jerry John Rawlings au Ghana. Arrive au pouvoir par la force, mais il a réussi à créer une connexion très forte avec le peuple. C'est vrai. Le contexte est révolutionnaire, le sentiment d'urgence, tout ça peut créer une proximité particulière entre le leader et son peuple. C'est une forme de communion, de solidarité qui se forge dans l'adversité. En fait, c'est comme si la manière d'accéder au pouvoir importait moins que la capacité à incarner les aspirations, les frustrations, les espoirs du peuple. Ce serait ça, la clé de la légitimité, Esto. C'est une hypothèse intéressante. L'auteur va même plus loin, il critique certains leaders contemporains, en Europe comme en Afrique, qui n'arrivent pas à établir ce lien avec les citoyens. Emmanuel Macron est cité comme un exemple dirigeant qui, malgré son élection démocratique, paraît distant du peuple. Un paradoxe, presque. Dans des démocraties établies, certains dirigeants élus peinent à se connecter, alors que dans des contextes plus instables, des leaders arrivés au pouvoir par la force suscitent un vrai engouement. Oui, et c'est d'autant plus frappant quand on voit le mécontentement populaire qui grandit dans plusieurs pays. Les manifestations, la défiance envers les institutions, le sentiment que les dirigeants sont déconnectés, tout ça montre un certain malaise non sode. Tout à fait. On sent que l'auteur nous invite à réfléchir à ce qui crée vraiment ce lien fort. Est-ce que c'est juste une question de discours, de promesses égaux, ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus profond ? Une forme d'authenticité, de sincérité qui se voit dans les actions, dans l'attitude même du dirigeant externe. Le texte nous pousse à aller au-delà des apparences. Ce qui compte, c'est la nature même du lien. Est-ce un lien basé sur la peur, la soumission, ou est-ce un lien qui s'appuie sur le respect, la confiance, la conviction qu'on avance ensemble vers un but commun ? C'est une question essentielle. Et puis il y a ce terme qu'on retrouve dans le texte, la vitrification. C'est assez intriguant, voire un peu inquiétant. Ah oui, la vitrification, C'est un terme utilisé par le président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Il l'utilise pour parler des tentatives d'assassinat politique orchestrées en coulisses. Il évoque cette réalité avec beaucoup de gravité. On entre dans un terrain un peu sombre là. Les jeux de pouvoir, les manipulations, les pressions internationales qui pèsent sur certains dirigeants africains. Oui, c'est ça, la vitrification. C'est un peu le revers de la médaille. Imaginez la pression, la solitude que ces leaders peuvent ressentir quand ils osent défier l'ordre établi. Et malgré ce danger permanent, comment expliquer que certains dirigeants africains continuent à s'affirmer, à défendre leurs convictions, quitte à prendre des risques considérables ? D'où vient ce courage, cette détermination ? Ce qui est intéressant avec Ibrahim Traoré, c'est qu'il incarne une forme de rupture. Son arrivée au pouvoir par la force, on peut la voir comme un refus de se soumettre à un système perçu comme injuste. Il y a une forme de défi, d'audace qui force l'admiration, même si on peut bien sûr condamner le recours à la violence. Oui, et c'est peut-être là qu'on comprend mieux l'engouement qu'il suscite. Au-delà des critiques qu'on peut faire à un coup d'État, il y a cette soif de changement, cette envie de rompre avec un ordre établi, perçu comme corrompu, asphyxiant. Exactement. Et c'est là que l'auteur lance un appel aux dirigeants africains.
Il les invite à dépasser les clivages, à construire des relations authentiques avec leur peuple, à s'engager dans des actions concrètes pour la réconciliation nationale. Un nouvel élan en quelque sorte. Un nouveau contrat social basé sur la confiance, le respect mutuel, la volonté commune d'avancer ensemble. C'est ça. L'auteur insiste beaucoup sur l'importance de l'écoute, du dialogue, de la prise en compte des aspirations profondes du peuple. Il appelle à une gouvernance plus horizontale, plus participative. Et peut-être aussi d'un certain courage politique. Oser s'affranchir des influences néfastes et défendre les intérêts réels de son pays. Mais est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans une forme d'autoritarisme ? Comment concilier cette volonté de rupture, ce besoin de leadership fort, avec les principes démocratiques ? C'est la grande question. Et le texte ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous invite à réfléchir, à examiner de près les dynamiques de pouvoir en Afrique. On doit sortir des solutions simplistes importées de l'extérieur et inventer nos propres modèles de gouvernance. Des modèles adaptés à nos réalités, à nos aspirations. Ce qui est certain, c'est que cette réflexion sur le pouvoir, sur le lien entre un dirigeant et son peuple, nous amène à repenser la politique. Explorer de nouvelles voies. Imaginez un monde où le pouvoir serait moins une question de domination et plus une question de service, d'engagement sincère pour le bien commun. Voilà une belle perspective. Avant de poursuivre, prenons un instant pour assimiler ces premières réflexions. Le chemin est encore long et les questions qui nous attendent sont passionnantes. Bon, on reprend le fil de notre discussion. On a vu que la légitimité d'un dirigeant, ça va au-delà des élections. Le lien avec le peuple, ce sentiment d'amour et de confiance, c'est crucial. D'ailleurs, ce lien n'est-il pas essentiel à toute forme de gouvernance ? C'est vrai, on a tendance à opposer démocratie et autoritarisme, comme si c'était des systèmes complètement étanches. Mais la réalité, elle est plus complexe que ça. Un dirigeant élu peut être déconnecté de son peuple, tandis qu'un leader autoritaire peut jouir d'une certaine popularité. L'auteur, bien sûr, ne fait pas l'apologie des coups d'État. Il montre juste que la réalité politique africaine, elle est complexe, nuancée. Faut pas se limiter à des schémas trop simplistes. Donc on peut pas se contenter de dire « la démocratie c'est bien » ou « la dictature c'est mal ». Faut creuser, regarder les dynamiques de pouvoir, la relation entre les dirigeants et le peuple. Tout à fait. Ce qui est intéressant avec Traoré, c'est qu'il incarne une forme de rupture, un désir de changement radical. Pour une partie de la population burkinabé, son arrivée au pouvoir, ça représente un espoir, une promesse de renouveau. Un peu comme si ce coup de force avait libéré une énergie, une aspiration collective. Oui, c'est ça. Et ça nous ramène à cette notion de vitrification. Ce terme étrange, il nous rappelle que le pouvoir, c'est un jeu dangereux. On a parlé des pressions internationales, des manipulations, des assassinats politiques. Ça donne une autre dimension à la popularité de Traoré. Oui, on peut le voir comme ça. Il prend un risque énorme en s'opposant à des forces puissantes, des forces souvent invisibles. Exactement. On se retrouve face à la question du pouvoir en Afrique. Est-ce qu'un dirigeant peut vraiment s'affirmer, défendre les intérêts de son peuple, sans subir de pression, de menaces Ashtar ? La vitrification, c'est le revers de la médaille, la menace qui pèse sur ceux qui défient l'ordre établi. Des réalités difficiles à appréhender. Le texte, il nous donne pas de solution miracle. Il nous invite plutôt à ouvrir les yeux, à voir la complexité du monde. Faut sortir de cette vision manichéenne, dépasser les oppositions simplistes entre démocratie et dictature, analyser la réalité africaine dans toute sa richesse, sa complexité. Et si on revenait à Mahamat Damamié, élu démocratiquement, il représente un modèle différent de celui de Traoré. Comment interpréter son discours, son observation sur la popularité du président burkinabé ? Peut-être une forme de lucidité, d'humilité. Il reconnaît que la légitimité, ça va au-delà des élections. Il y a cette dimension humaine, ce charisme, qui échappe à toute analyse rationnelle. Damami, en observateur attentif, il perçoit ça chez Traoré. Et peut-être qu'il l'envie un peu, qui sait. Aïe. On en revient à cette question fondamentale. Comment un dirigeant gagne-t-il la confiance de son peuple ? Comment crée-t-il ce lien d'amour et de respect ? Le texte, il nous donne des pistes. La réconciliation nationale, le dialogue, l'écoute des aspirations du peuple, des notions qui prennent tout leur sens dans le contexte africain, marqué par les conflits et divisions. Et puis, l'auteur insiste sur la souveraineté. La capacité d'un dirigeant à s'affranchir des influences étrangères, à défendre les intérêts de son pays. Une dimension souvent oubliée, mais cruciale. Oui, la souveraineté, c'est pas un vain mot. C'est la condition pour une véritable autonomie politique, économique, culturelle. C'est la possibilité de choisir son propre chemin, de définir ses propres priorités. En fin de compte, il s'agit de construire un leadership authentique, enraciné dans la réalité africaine. Un leadership qui ne se contente pas de gérer le présent, mais qui veut transformer la société, créer un avenir meilleur. C'est ambitieux, mais pas forcément utopique.
L'histoire nous montre que des leaders africains ont réussi à incarner ce type de leadership. Des hommes et des femmes qui ont su mobiliser, inspirer et laisser une trace profonde. On pense à des figures comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, des exemples qui montrent que le changement est possible, que l'Afrique peut se réinventer, forger son propre destin. Et c'est peut-être le message principal du texte. Le changement est possible, mais il faut un leadership fort, visionnaire, capable de mobiliser les énergies pour un projet commun. Un leadership qui s'affranchit des influences néfastes, qui défend le peuple, qui construit un avenir meilleur pour l'Afrique. Un leadership qui s'inspire peut-être de ces figures comme Sankara, Lumumba, Nkrumah. Des hommes qui ont incarné chacun à leur manière un idéal de justice, de liberté, de dignité pour l'Afrique. Avant de conclure, laissons ces idées infuser. On arrive au bout de notre deep dive, et j'ai l'impression qu'on a seulement effleuré la surface de cette question du leadership. C'est fou de voir comment une simple observation, celle de Dramami regardant Traoré, ouvre la porte à tant de réflexions. C'est clair, on est parti d'une anecdote, presque un fait divers, et puis on s'est retrouvé à explorer les fondements du pouvoir, la légitimité, les défis de l'Afrique. Ouais, on a vu que la légitimité d'un dirigeant, ça va plus loin que les élections. Le lien avec le peuple, cette confiance, cet amour mutuel, ça semble primordial. Et ce lien, il se construit avec tellement de choses, des actions concrètes, mais aussi le charisme, une capacité à incarner les aspirations profondes d'un peuple. Le texte qu'on a décortiqué aujourd'hui, il nous rappelle que le pouvoir, ce n'est pas que la force, la domination. Ça peut être aussi le respect, l'écoute, le service du bien commun. Ça nous pousse à revoir notre vision de la politique, à sortir des sentiers battus. Ibrahim Traoré, malgré les controverses, il incarne un peu cette complexité. On ne peut pas le réduire à une caricature de dictateur assoiffé de pouvoir. Il y a quelque chose chez lui qui dépasse les analyses simples, une authenticité qui résonne avec une partie de la population burkinabé. Son exemple nous montre qu'on peut rompre avec un système injuste, s'affranchir des mauvaises influences et servir son peuple. Bien sûr, la violence, c'est jamais la solution, mais on ne peut pas ignorer le contexte, les frustrations qui ont mené à ce coup de force. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, il nous donne pas de réponse toute faite. Il nous pousse à réfléchir par nous-mêmes. On a parlé de la vitrification, ces forces obscures qui menacent les leaders africains. On a parlé du courage, de la nécessité de se libérer des influences négatives. Mais la question qui reste, c'est comment construire un avenir meilleur pour l'Afrique ? Le changement, c'est possible, l'histoire nous le montre, mais ça se fera tout seul. Il faut des leaders visionnaires, capables de mobiliser, d'inspirer, de proposer un projet de société qui donne du sens, de l'espoir. Et ce leadership, il doit s'enraciner dans la réalité africaine, prendre en compte ce que le peuple veut vraiment. C'est une belle conclusion, pleine d'espoir et de réalisme. On a exploré des choses complexes, des situations parfois troublantes, mais on en ressort avec une certitude. L'Afrique a le pouvoir de se réinventer, de choisir son destin. Et c'est à nous, citoyens, intellectuels, artistes, de participer à ce changement. En réfléchissant, en questionnant, en imaginant des alternatives. Merci d'avoir partagé cette deep dive avec nous. Maintenant, c'est à vous de continuer l'exploration, d'observer le monde autour de vous et de forger votre propre idée de ce qui fait un vrai leader. On espère que cette discussion vous aura donné matière à réflexion et qu'elle vous inspirera à votre tour. À bientôt pour une prochaine deep dive.